Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge dans un long entretien, un entretien de Jean-Philippe Tanguy, le député Rassemblement national accordé à ThinkView. Oui, bonjour. Et notre idée, c'est vraiment d'aller chercher les points clés, sa vision des choses sur des sujets assez brûlants. Exactement. On va parler de ce fossé qu'il décrit entre les élites et le peuple, de souveraineté, d'influence étrangère aussi, décrypter un peu tout ça. C'est ça. Comprendre sa thèse centrale, cette idée d'une déconnexion qui aurait des conséquences très lourdes sur la façon dont le pays est géré et sa place dans le monde, On va regarder ses arguments, ses exemples, pour avoir une image claire de son diagnostic. et des solutions qu'il propose, bien sûr. Allez, on y va. Commençons par ce thème qui revient tout le temps chez lui, la déconnexion des élites. Alors, Tanguy, il part souvent d'une histoire personnelle pour illustrer ça, non? Son oral à l'ESSEC. Oui, tout à fait. Il raconte que le jury n'arrivait pas à croire qu'il puisse être serveur en même temps qu'il préparait son concours. Au point d'aller vérifier le lendemain, c'est ça? C'est ce qu'il dit, oui. Ils auraient envoyé quelqu'un. Et il dit avoir eu une mauvaise note au départ, juste parce que, on le croyait pas. Pour lui, c'est le point de départ d'une réflexion plus large. Sur une élite française qu'il juge coupée des réalités de la majorité des gens. Exactement. Cette anecdote, c'est un peu un symbole pour lui. Il l'utilise pour critiquer ce qu'il voit comme une sorte de fermeture, un entre-soi des élites françaises. Il fait une comparaison avec le Royaume-Uni, je crois. Oui, il suggère que les élites britanniques, même si elles ont une forte conscience de classe, auraient peut-être, paradoxalement, plus de respect pour le vote populaire. Il prend l'exemple du Brexit, appliqué malgré l'opposition d'une partie de ces élites. Et il oppose ça à la France. Et au non-respect, selon ses termes, du vote de 2005 sur la Constitution européenne. L'idée de fond, c'est que cette déconnexion, c'est pas juste une anecdote amusante ou triste, ça peut vraiment aveugler face aux crises. Aux fractures sociales, aux problèmes Et économiques. ça empêche de voir venir les choses ou de comprendre leur ampleur. Il donne d'autres exemples parfois un peu étonnants, comme cette histoire des pains au chocolat. Ah oui, sa patronne qui lui donne 50 € pour 3 pains au chocolat, et qui s'étonne qu'il y ait autant de monnaie rendue. Bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais Mais ça illustre son propos sur une méconnaissance du coût de la vie. c'est ça. Et plus politiquement, il critique fort des phrases comme celle de François Bayrou sur la dette, l'idée que tout le monde a croqué. Pour Tanguy, c'est perçu comme une insulte par ceux qui subissent les conséquences sans se sentir responsables. Hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne parle pas forcément de méchanceté. C'est plutôt une forme d'incapacité à sortir de sa propre bulle, de sa propre réalité minoritaire. Et le problème politique, c'est que ça rendrait inapte à gouverner. C'est son idée. Comment diriger un pays si on ne comprend plus vraiment les difficultés, les aspirations des gens? C'est presque une question de compétence, finalement. Moins de morale que de capacité à agir juste. D'accord. Et cette déconnexion supposée, elle aurait des conséquences très concrètes sur des choix stratégiques. L'énergie, par exemple. Fessenheim. Oui, Fessenheim, pour lui, c'est le cas d'école. Un scandale, dit-il, avec plusieurs causes, selon son analyse. Il parle d'ingérence allemande? Oui, il soutient qu'il y avait une pression forte et ancienne de l'Allemagne, politique et économique, pour fermer cette centrale, liée à leur sortie du nucléaire, et peut-être aussi, suggère-t-il, pour affaiblir un concurrent. Et les raisons de sécurité? Il les balaye. Il dit que les rapports techniques, y compris ceux de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, l'a déclaré apte, que c'était sûr. Donc l'autre raison, ce serait purement politique. C'est sa deuxième explication, un accord électoral entre le PS de Hollande et les Verts DLV, avec Cécile Duflou, sous l'égide de Martine Aubry, à l'époque. Fessenheim aurait été sacrifié sur l'autel de cet accord politique. En faisant fi de tout le reste. Voilà. Considérations techniques, économiques, stratégiques, tout ça serait passé après. Il insiste sur le gâchis, les emplois perdus, le savoir-faire, la production d'électricité décarbonée, pas cher. Un bien public bradé pour des calculs politiciens. C'est une vision assez dure. Oui, et ça s'inscrit dans une critique plus large, d'un manque de vision à long terme sur l'énergie. Ça touche aussi l'uranium. Ah oui, l'approvisionnement. Il regrette beaucoup l'abandon de ce qu'on appelle la 4e génération de réacteurs. Superphénix en était un exemple. Pour lui, cette technologie, c'était la clé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle aurait permis? Elle aurait permis de fermer le cycle du combustible, c'est-à-dire en gros de réutiliser le combustible usé des centrales actuelles ou d'utiliser de l'uranium dit appauvri dont on a des stocks énormes. En fait, ça assurerait une indépendance quasi totale en combustible pour des centaines d'années.
Et l'idée de juste diversifier les fournisseurs actuels, Kazakhstan, Canada, Australie, ça ne lui suffit pas? Non, il trouve ça dangereux. Il qualifie ça de raisonnement mondialiste. Il fait une analogie un peu. La moutarde de Dijon. C'est ça. Si on dépend à 100% des graines canadiennes et que le Canada arrête d'en vendre, plus de moutarde. Pour le nucléaire, l'enjeu est quand même un peu plus important. On peut imaginer, oui. Donc pour lui, il y a urgence à relancer cette filière du cycle fermé. D'autant plus, dit-il, que les Russes et les Chinois, eux, avancent là-dessus. On prendrait du retard sur une technologie stratégique. Le cœur du problème, selon lui, c'est qu'on sacrifierait une indépendance possible sur l'autel d'une logique de marché mondialisé. C'est tout à fait ça, et ce thème de la souveraineté perdue, il l'étend à l'industrie. Oui, avec ce chiffre choc, le PIB industriel manufacturier français comparable à celui de la Grèce. Exactement. Pour lui, c'est le symptôme d'un vrai déclassement. Il critique les politiques qui misent tout sur les grands projets un peu glamour. Les batteries, l'hydrogène. Voilà. C'est important, dit-il, mais ça ne doit pas cacher le fait qu'on négligerait le tissu des PME, des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est ça l'ossature d'une industrie forte pour lui. Et alors, face à ce tableau, qu'est-ce qu'il propose? J'imagine que ce n'est pas juste de saupoudrer de l'aide. Non, il défend une approche beaucoup plus globale, systémique. Ça passe par la fiscalité, bien sûr, alléger les impôts de production, mais aussi par la formation. Revaloriser les filières techniques, manuelles. Oui, il pense qu'il y a eu une forme de mépris des élites pour ces compétences et que ça contribuait au déclin industriel. Il faut réinvestir là-dedans. Et puis la recherche et développement, massivement. Il cite des chiffres. Oui, il vise 4 à 5% du PIB, comme la Corée du Sud ou Israël, et utiliser la commande publique de manière stratégique pour favoriser les entreprises françaises. C'est une vision assez interventionniste. Clairement, on est loin du laisser-faire. Tout à fait, c'est une volonté de reprendre la main. Ce sentiment de perte de contrôle en interne. Ça résonne avec sa vision des relations extérieures, non? Les ingérences étrangères, par exemple. Il a présidé une commission d'enquête là-dessus. Réelle des tentatives d'ingérence russe en France. Il les décrit souvent comme caricaturales, grotesques. Facile à repérer, donc. C'est son argument. Et surtout, il s'appuie sur Viginium, l'organisme d'État qui surveille ça. Selon lui, Viginium n'a pas trouvé de preuve d'un impact mesurable de ces opérations sur les élections françaises. Mais il va plus loin, non? Il parle d'instrumentalisation. Oui, il dénonce l'utilisation politique de ces accusations, contre son propre parti, le RN, avec l'histoire du prêt russe. Il rappelle que le taux était élevé, que tout était validé. Il mentionne aussi les accusations contre la France insoumise et le Venezuela à une époque. Pour lui, agiter l'épouvantail russe, ça sert surtout à discréditer l'opposition. D'accord. Donc s'il minimise la menace russe, où est le vrai problème d'influence étrangère selon lui? Alors pour lui, l'influence la plus profonde, la plus structurelle et donc la plus insidieuse, c'est celle des États-Unis. Ah oui, pourquoi? Paradoxalement, parce qu'elle est devenue presque invisible, tellement on est proche culturellement, aligné géopolitiquement. Il parle du cinéma, des séries, de la musique, mais ça va plus loin. Notre imaginaire collectif, même juridique. Le fameux objection, votre honneur? Ouais, qu'on entend partout. C'est un exemple un peu anecdotique, mais ça montre une imprégnation culturelle très forte. Il remonte ça aux accords Bloom-Burns de 1946 qui ont ouvert le marché français au cinéma américain. Et ça aurait contribué à façonner notre vision du monde. C'est son analyse, par exemple sur la Seconde Guerre mondiale, où le rôle américain aurait, selon lui, un peu éclipsé d'autres sacrifices, comme celui de l'Union soviétique à l'époque. Mais son exemple principal, c'est une affaire économique, Alstom. Oui, Alstom, c'est vraiment son cas d'étude majeur. Il dit l'avoir vécu de l'intérieur, puisqu'il travaillait chez General Electric au moment du rachat de la branche énergie d'Alstom. Et il décrit ça comme une forme de prédation? Oui, une prédation économique américaine. Facilitée par l'utilisation de leurs droits extraterritoriales, cette capacité à poursuivre des entreprises étrangères pour des faits commis hors des USA. Mais aussi, et c'est là que ça rejoint son thème de la déconnexion, Par des choix ou des faiblesses des élites françaises. c'est exactement ça. Aveuglement, complaisance, manque de vision stratégique. Il met en cause la responsabilité française dans cette affaire. L'anecdote de la clé USB, elle est assez parlante, non? Oui, il raconte cette histoire de la clé USB oubliée par Clara Gaymard, la patronne de JE France de l'époque, avec des infos sur les tentatives précédentes de JE pour racheter une partie d'Alstom. Pour lui, c'était un choc. Ça a renforcé sa conviction sur la nature de l'opération. Ça montre l'attention, la méfiance qu'il décrit? Tout à fait. Alstom, pour Tanguy, c'est le symbole d'une souveraineté industrielle qui a été bradée.
Pas par une attaque frontale, mais par un mélange de pression externe et de défaillance interne. Bon, alors face à ce tableau assez sombre qu'il dresse, élite déconnectée, souveraineté qui fiche le camp, influence américaine partout, qu'est-ce qu'il propose pour reconnecter le pays ou pour retrouver une marge de manœuvre? Le cœur de sa réponse, vraiment le socle, c'est le respect absolu de la volonté populaire, le vote. Le référendum de 2005 comme traumatisme fondateur, en quelque sorte. Exactement. Le fait que le non était contourné par le traité de Lisbonne, ratifié par le Parlement, c'est pour lui le péché originel, la source de la défiance actuelle. Il défend le populisme, mais au sens premier, obéir au peuple. Même si on pense que le peuple a tort. C'est ce qu'il dit. Il cite souvent la Suisse et sa démocratie directe comme modèle. L'élection, le référendum, ce sont les seuls vrais garde-fous contre ce qu'il appelle la dérive des élites. D'ailleurs, il critique Macron sur ce point, après les législatives de 2022, non? Oui, il lui reproche de ne pas avoir nommé un Premier ministre issu de la NUPES, qui était la première force d'opposition. Pour lui, même symboliquement, le respect du verdict des urnes aurait dû conduire à ça. Ne pas l'avoir fait, c'est un autre signe de cette déconnexion. De ce mal français, comme il dirait. C'est ça. Et au-delà du vote, il veut aussi revaloriser le Parlement. Qu'il juge méprisé. Oui, par l'exécutif, par la haute administration. Il déplore le manque d'infos qui descendent vers les élus. Il dit même que souvent ce sont les parlementaires qui font remonter l'info du terrain vers un État un peu sourd. Et les crises sociales récentes, les gilets jaunes, les retraites, il les voit comment, Eddy Vamou? Pas comme des mouvements irrationnels, mais comme des manifestations logiques, légitimes de cette fracture entre la France d'en haut et celle d'en bas. Ces inquiétudes sur la dette, la notation de la France, ça s'inscrit là-dedans. Des problèmes graves qui ne seraient pas traités correctement faute de connexion avec la réalité du pays. La grande question qui reste, finalement, c'est comment faire en sorte que ces outils démocratiques, le vote, le Parlement, fonctionnent vraiment pour assurer cette connexion, cette redevabilité qu'ils demandent. C'est toute la difficulté, bien sûr. Comment rendre ça effectif? Bien. On a fait un bon tour, je crois, des idées fortes de Jean-Philippe Tanguy dans cet entretien. Une vision très articulée autour de cette fracture élite-peuple. Oui, une alerte sur une souveraineté française qu'il voit menacée sur plusieurs plans. Énergie, industrie, culture même. Et puis cette analyse assez particulière des ingérences qui met l'accent sur l'influence américaine, structurelle, presque banalisée. Jugée plus déterminante au final que les opérations russes, qu'il considère plus visibles mais moins profondes en France. Son propos dessine vraiment le portrait d'un système français sous tension. Tension interne, avec cette critique de la déconnexion, Et tensions externes, face aux pressions mondialisées, qu'elles soient économiques ou culturelles, et notamment américaines selon lui. Le fil conducteur, c'est vraiment cet appel à regarder en face des vérités qu'il juge dérangeantes. que ce soit sur le comportement des dirigeants ou sur les dépendances réelles du pays. Une invitation à bousculer un peu les certitudes. Exactement. Et peut-être une dernière idée pour prolonger la réflexion qui découle de son analyse. Et si la plus grande vulnérabilité de la France, ce n'était pas les attaques frontales, mais plutôt une lente érosion de sa capacité à décider pour elle-même, une sorte de dépendance douce, acceptée par habitude ou facilitée par des choix faits en haut. Ce qui nous amène peut-être à une question pour chacun, au-delà de l'actualité immédiate. Comment est-ce qu'on peut discerner, évaluer cette influence plus diffuse? Celle qui n'est pas forcément dans les gros titres sur les ingérences, mais qui façonne nos perceptions, nos choix, nos dépendances au quotidien, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Une vaste question. Merci d'avoir suivi cette analyse.